Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, notre voyage dans le temps nous amène en 1793, en plein cœur de la Révolution française, dans le Loir-et-Cher, pour évoquer un incident tout à fait particulier qui a eu lieu à Mondoubleau. Donc ce 12 septembre 1793, dans la petite ville de Mondoubleau, donc dans le Loir-et-Cher, la tension est électrique. Nous sommes dans une période où la monarchie n'est pas encore oubliée de tous et la jeune République doit procéder à la conscription de nouveaux cavaliers pour défendre la patrie en danger, qui est menacée sur ses frontières. L'heure est d'autant plus dramatique qu'à la menace extérieure se sont ajoutées les révoltes de Bretagne et de Vendée notamment, sous l'impulsion de nobles locaux et de curés réfractaires. Mais à peine la séance de conscription est-elle ouverte que tout bascule, des voix s'élèvent, les regards se durcissent, puis d'un coup, la colère éclate. 600 hommes envahissent la place de Mondoubleau, armés de bâtons et très rancuniers. Ils bousculent les gendarmes, forcent l'entrée du district, s'emparent de fusils entreposés là, et dans un même élan, pillent 4 boisseaux de blé. La foule gronde, grossit, enfle comme une marée. Des jeunes de Savigny-sur-Bray et le village voisin rejoignent bientôt l'émeute, des cris percent le tumulte, à bas la République et vive le roi. Mondoubleau, d'un coup, tremble comme un écho lointain de la Vendée. Mais Mondoubleau n'est pas la Vendée. Nous sommes avec Cédric Delaunay aujourd'hui pour évoquer cet épisode assez étonnant de l'histoire de la Révolution française en Loir-et-Cher. Bonjour Cédric. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc nous sommes dans le Loir-et-Cher, une région qui n'est pas particulièrement réputée pour son insoumission à la République et à la Révolution. Et pourtant, en septembre 1793, il s'est passé une émeute assez lourde de sens. Quel est le contexte dans lequel se déroule cette émeute ? Alors nous sommes d'abord dans un contexte militaire très difficile pour la jeune République, puisqu'elle doit se battre sur 2 fronts, j'allais dire plutôt une multitude de fronts, puisqu'il y a un front extérieur au pluriel, des fronts extérieurs. La menace, elle vient du nord, de l'est, du sud. Effectivement, c'est toute l'Europe qui s'est coalisée contre la jeune République, et ceci depuis le printemps 1792. La situation militaire est encore plus complexe depuis le printemps 1793, puisque à ces fronts extérieurs s'est ajoutée effectivement une révolte, alors qui n'est pas une révolte unie, coordonnée, et souvent l'armée catholique et royale de Vendée est présentée comme une armée menaçante et très bien centralisée. Il s'agit plutôt de groupes très dispersés qui obéissent à l'injonction de nobles et de prêtres réfractaires, effectivement. Et là, la menace, elle vient de l'Ouest. Et donc, la patrie est véritablement en danger. Donc un contexte extrêmement difficile pour la jeune République, mais dans ce contexte, on voit donc des opérations de mobilisation, de conscription, le recours donc à des jeunes gens pour aller combler les vides dans l'armée. Et face à cette demande de troupes, d'hommes, on a des contestations. Et Mondoubleau est l'exemple d'une de ces contestations. Effectivement, j'allais dire que la conscription, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Souvent, à ces révoltes, alors celle de Vendée, celle de Bretagne, et peut-être celle qui aurait pu être celle du Loir-et-Cher, on y associe souvent des causes politiques ou religieuses. Elles sont certes présentes, elles sont évidentes. Tout le monde n'est pas républicain en 1793, loin de là. Tout le monde n'adhère pas aux idées révolutionnaires,
y compris celle de 1789 dans leur version la plus modérée possible. Et d'autre part, les évolutions religieuses du nouveau régime, notamment les confiscations des biens du clergé, la prestation de serment demandée à celui-ci, a considérablement divisé le corps clérical qui va structurer ces oppositions. Cependant, ces dimensions religieuses et politiques sur lesquelles on insiste beaucoup ne doivent pas être surestimées. Il y a des éléments économiques et beaucoup de déceptions, effectivement, économiques et fiscales. Surtout en 1793, où, plus ou moins lié aux circonstances militaires, l'état économique de la France est absolument désastreux. Oui, oui, la situation est très mauvaise. Et surtout, la Révolution française a fait naître des espoirs. Lorsqu'on prend les cahiers de doléances, on s'aperçoit que les motivations politiques qui vont mener la France vers la Révolution ne sont pas primordiales. Les gens, ils protestent surtout contre les privilèges et l'écrasement d'impôts. C'est aussi, la Révolution française, c'est aussi une révolte antifiscale. Et donc, quand on assiste en 1789 à l'abolition des privilèges, il y a beaucoup d'espoir que naisse un régime qui fasse véritablement porter sur l'ensemble du corps social les impôts, et donc que l'on va vers de la justice sociale et une justice économique, et une justice fiscale, qui ne sont pas à l'ordre du jour, d'autant plus que les besoins de la patrie sont énormes en capitaux pour faire face effectivement à cette crise politique internationale. Et cette perte d'illusion dans les réformes de la Révolution commence dès 1790, après la fête de la Fédération, qui finalement est une sorte d'apothéose de l'union des Français autour d'un projet révolutionnaire entre guillemets modéré. Cet éloignement de la base de l'opinion publique de la Révolution se manifeste dès l'année suivante. Et déjà à Mondoubleau, en 1791, on a un premier mouvement de contestation qui se fait jour. Je crois qu'on est en décembre 1791. Oui, alors on a un certain nombre d'archives qui nous montrent qu'il y a un certain monsieur Robert de Lagrange, hein, qui ne passera pas à la postérité, mais qui était propriétaire au Grand Boucher, hein, une propriété près de Mondoubleau, qui pénètre en force dans le bureau du président du district avec quelques dizaines d'hommes armés de bâtons et qui menace, hein, le président du district en protestant contre la levée, je cite le procès verbal, d'impôts écrasants dont le peuple est surchargé. Et donc là, il faut une intervention armée, hein, du Royal Cravate pour mettre tout le monde aux arrêts et mettre les choses dans l'ordre. Oui, le Royal Cravate, qui est un régiment de cavalerie, qui depuis le 1er janvier 1791 a été rebaptisé 10e régiment de cavalerie et qui a une histoire assez intéressante, que je pense qu'on peut faire une petite parenthèse à ce propos. On pourrait se dire, quel est ce nom bizarre, Royal Cravate? Très original. Et ce nom, en fait, vient de l'origine du régiment qui, à la fin du XVIIe siècle, avait été organisé à partir de troupes croates. Et les Croates sont devenus cravates, mais ils ont une particularité, ces Croates, c'est que quand ils sont arrivés dans l'armée française, et notamment en France, ils portaient autour du cou un foulard noué. Un foulard noué à la croate, à la cravate. Et c'est l'origine de la cravate dans le style vestimentaire français. Donc un régiment de cavalerie qui deviendra au début du 19e siècle le 10e régiment de cuirassiers, donc la cavalerie lourde, et qui en 1791 donc porte un héritage à la fois vestimentaire et militaire assez conséquent. Je ferme la parenthèse et nous allons revenir donc en décembre 91 à Mondoubleau. Donc une première contestation qui finalement ne fait pas long feu. Les contestataires sont rapidement emprisonnés. Voilà, et l'affaire semble passer. Sauf que, finalement, quand on regarde dans le futur, on s'aperçoit que ce n'est que la première manifestation d'une contestation beaucoup plus ancrée et beaucoup plus générale. Ainsi, le 19 novembre 1792, on assiste à ce qu'on appelle la randonnée taxateur. Alors, ça part de la forêt de Vibrailles et ça atteint Mondoubleau, donc le 19 novembre 92. Et là, on a plusieurs milliers d'individus, 500 cavaliers, qui font irruption dans la ville, pourchassent le procureur de la ville, et là, c'est une menace beaucoup plus concrète et beaucoup plus organisée qui se fait jour. Et quand le conseil de Vendôme tente de dépêcher des gardes nationaux pour aller mater ce qui apparaît comme une forme d'insurrection. Alors, il faut voir le contexte, 19 novembre 1792, on est en plein dans la guerre qui est lancée contre l'extérieur, le procès du roi s'annonce, donc cette révolte peut prendre une tonalité politique extrêmement dangereuse. Et là, ce qui est grave, c'est que quand le conseiller de Vendôme tente de faire partir la garde nationale,
eh bien les gardes nationaux, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas aller se battre contre des gens qu'ils considèrent comme leurs frères. Oui, de toute façon, la milice bourgeoise, la garde nationale, est censée défendre la révolution, mais c'est un peu à géométrie variable. La combativité révolutionnaire de la garde nationale de Paris n'est pas du tout celle de Vendôme, c'est évident. Mm. Là, on se sent beaucoup plus proche, effectivement, des gens qui manifestent et qui contestent. Grandes dates de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc là, ce deuxième mouvement de contestation de 1792 s'achève lui aussi sans éclat. Finalement, la crise passe, les contestataires sont neutralisés. Et ça nous amène donc cette fois-ci en 1793. Et là, le contexte est radicalement différent. Le contexte est radicalement différent, mais si on regarde effectivement le déroulé des événements, il n'y a pas plus de monde qui manifeste. Est-ce qu'il y a une pensée contre-révolutionnaire? Il y a des cris, effectivement, vous en avez parlé, de vive le roi, etc. Mais est-ce que ça a un véritable ancrage idéologique? C'est difficilement mesurable. Ça apparaît a posteriori comme un mouvement contre-révolutionnaire par les sanctions qui sont tombées. En fait, c'est plus par la réaction de la République et des républicains sur place que ce mouvement apparaît comme un mouvement contre-révolutionnaire. Surtout que là, nous sommes en pleine terreur. La loi des suspects a été promulguée et la réaction du gouvernement est à la hauteur des enjeux de l'époque. Alors, on est dans cette période où sont envoyés en province des délégués qui ont pour mission de rétablir l'ordre, où qu'il soit. Alors, ces délégués partent souvent avec très peu d'instructions. Ils doivent gérer au mieux les affaires locales. Alors, ils disposent de pouvoirs élargis. Alors, selon les personnalités, selon les circonstances, ils vont agir avec plus ou moins de dureté, utilisant des méthodes plus ou moins expéditives. Alors, dans les régions qui seraient aujourd'hui les régions du centre, ça se passe relativement de façon modérée. On voit un Talien dans l'Indre-et-Loire, par exemple, qui mène une action très modérée. On estime qu'il y a eu 13 exécutions. Alors, c'est toujours difficile à quantifier, mais ce qu'on a appelé la terreur a été relativement modérée. Mais là, on est face à des délégués jacobins qui déjà jettent sur ces populations du nord du Loir-et-Cher un regard très méprisant. Eux, ce sont des urbains, ce sont des gens éduqués. Ils voient ces paysans comme des gens qui n'ont pas d'éducation ni politique, qui seraient aux mains de nobliaux locaux inspirés par des pensées mauvaises, par des prêtres réfractaires qui les manipuleraient à l'envi. Et donc, ils veulent faire un exemple. Ils veulent faire un exemple pour montrer qu'il n'y aura pas d'extension d'un phénomène contre-révolutionnaire dans leur région. Et d'ailleurs, vous parliez des prêtres. Je crois que le 25 août précédent, le curé d'Arville avait commémoré la Saint-Louis, contrairement à toutes les instructions gouvernementales. Oui, là, on a un prêtre qui a retourné sa veste. Hein. Il avait d'abord, dans un premier temps, juré. Il avait prêté serment. Et puis, l'exécution du roi a été pour lui un retournement. Et il a effectivement basculé dans la contre-révolution. De toute façon, cette région de Vendôme, cette région du nord du Loir-et-Cher est une région qui, à l'époque, est assez reculée, assez éloignée du centre urbain de Blois. Je crois que c'est une région encore très, très forestière à l'époque. Donc, ce qui est propice à cet éloignement est propice aussi à la conservation de certains réflexes, de certaines idéologies contre-révolutionnaires. Conservation d'éléments ancestraux, mais qu'il faut un petit peu, à mon sens, nuancer. Il faut voir que beaucoup de Français populaires, hein, des classes populaires, avaient adhéré à la Révolution dans l'espoir d'un véritable changement de leurs conditions sociales. Et lorsqu'il y a eu la confiscation des biens du clergé et la vente des biens nationaux, beaucoup avaient espéré une forme de redistribution, de réforme agraire qui leur aurait été favorable. Or, le nouveau régime, d'abord monarchie constitutionnelle, puis république, a besoin d'argent et donc ils vont vendre les biens nationaux aux enchères, au plus offrant.
Et donc qui récupère les terres? Bah, pour l'essentiel, Des gros paysans, une des bourgeoisie agraire. voilà, des gros paysans, une bourgeoisie agraire, et donc le petit paysan, bah, il a rien gagné dans l'histoire, et les changements, la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est des choses qui leur passent au-dessus de la Mmh. tête, ça change pas leur quotidien. Donc pour eux, c'est une révolution qui leur a été confisquée. Oui. Et est-ce qu'on peut considérer que le nord du Loir-et-Cher, avec le caractère un petit peu éloigné que l'on a décrit précédemment, est une région dans laquelle l'influence de la religion, et notamment des prêtres réfractaires, est plus importante que dans le reste du département, ou plus importante que dans d'autres zones de la région centre, et qui pourrait justifier là aussi peut-être une radicalisation de la contestation? Donc on s'aperçoit que les régions qui sont celles de la région centre actuelle, connaissent une déchristianisation relativement précoce, mais c'est une déchristianisation qui est extrêmement variable et qui dépend de l'influence de prêtres, à des endroits donnés, et effectivement, on voit la déchristianisation s'ancrer plutôt dans un milieu urbain, plutôt dans un milieu, petit bourgeois, ce qu'on appelle aujourd'hui des classes moyennes. Quand on prend par exemple les fameux sans-culottes, les sans-culottes, c'est pas des pauvres, Mmh. c'est, des artisans, des commerçants, parfois des domestiques, des gens qui ont une certaine éducation, qui ont un niveau de vie, qui n'est pas bas, et qui sont sensibles indirectement, qui récupèrent en fait des thèses venues, de la philosophie des Lumières. Alors que nos braves paysans du fin fond du Loir-et-Cher, ils n'ont pas, évolué, culturellement de la même façon. Effectivement, ils restent plutôt attachés à des valeurs traditionnelles. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. L'incident de septembre 1793 met aussi en évidence l'influence qu'aurait pu avoir sur les manifestants des officiers d'un régiment qui aurait stationné dans la région. C'est le 29e régiment de ligne. Voilà, il y a le 29e régiment Dauphin, qui a séjourné à Mondoubleau et à Sargé, et à leur tête, il y a un certain capitaine Brincourt, qui s'est fait remarquer par des propos royalistes. Alors, très vite, il les repérait, mais j'allais dire que son cas serait passé relativement outre s'il n'y avait pas eu ces incidents, du 12 septembre. Et donc tout compte fait, il est rattrapé par la patrouille, il est arrêté, transféré à la conciergerie. Alors il est traduit devant le tribunal révolutionnaire, avec des droits à la défense, limités, Restreint, ouais. et donc il est jugé coupable de sédition et condamné à mort. Ça, c'est le premier mort, mais on est à Paris, hein, il a été rattrapé, plus loin. Et donc sur Mondoubleau, il y a là aussi des exécutions. Oui, alors fait exceptionnel, dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas eu d'exécution, si ce n'est plus tard en 1797, celle de Gracchus Babeuf et d'Augustin d'Arté. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, donc personnage, devenu romantique et porteur, d'idées égalitaristes, hein, avec son Manifeste des égaux. manifeste des égaux. L'histoire de Gracchus Babeuf qui furent exécutés donc avec, son camarade, Augustin d'Arté, en 1797 à Vendôme. Là, on emmène une guillotine à Mondoubleau et on y fait exécuter 3 meneurs, de la journée du 12 septembre. Alors là, tout compte fait, on a la reprise de modes de répression de révolte qui renvoient à l'Ancien Régime. Il y a une révolte, bon, on s'agite, éventuellement il y a des morts, il y a des pillages, et cetera. On arrête la révolte, on procède à quelques exécutions symboliques. Alors souvent, c'est un peu Mmh. encore celui qui avait la plus grande bouche, ou celui qui s'est illustré par des actes particulièrement délictueux. On les exécute pour faire l'exemple. C'est le principe de la décimation dans certaines circonstances autres que la Révolution. Voilà, ça permet de faire un exemple, de dire non, ça suffit, sans frapper l'ensemble de la population, mais le but c'est de comprendre qu'il y a des bornes à pas dépasser. Et tout compte fait, alors c'est terrible, or c'est 3 hommes plus le capitaine Brincourt, mais ça va éteindre la révolte complètement. La fin de la Révolution n'est marquée par aucun autre incident d'ampleur dans la région, bon, à part évidemment
l'exécution de Gracchus Babeuf, on vient d'en parler. Donc la conscription va avoir lieu, les conscrits vont être appelés, vont être envoyés au service militaire et suivre leur destin sur les champs de bataille de la Révolution. Est-ce qu'il reste une mémoire de ces événements sur la région de Mont-Doubleau? Non, c'est devenu un événement qui est resté, alors auquel se sont attachées les archives départementales. Il y a un très beau dossier sur lequel on s'est appuyé. Rendons hommage à tous les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là. Non, c'est des choses qui ont disparu parce que derrière ces histoires cette histoire qui est peuplée d'incidents, etc., l'historien républicain et l'école républicaine a plutôt tissé des éléments, j'allais dire, symboliques d'adhésion à un nouveau régime. Et donc on oublie ce qui a été la réalité sur le terrain, qui n'a pas été faite que de grands mouvements contre-révolutionnaires et d'une république triomphatrice dans l'ensemble, mais de voir une opinion publique qui reste très divisée, très opposée les uns aux autres sur les questions politiques, religieuses, sociales. Et tout ce champ de contestation va tout compte fait donner naissance au paysage politique moderne, avec des formes d'adhésion, des formes au contraire de refus d'adhésion au régime, et montrant que les situations sont beaucoup plus complexes que les grands schémas que l'on trace souvent. Oui, c'est en cela que ces événements de Mont-Doubleau sont à la fois emblématiques et précieux pour permettre de relativiser une espèce d'unanimité ou d'unanimisme que l'on nous aurait, dont on nous a un peu rebattu les oreilles, puisqu'on voit, on imagine les tableaux, enfin j'ai en tête des tableaux où on voit le départ des conscrits heureux d'aller défendre la patrie aux frontières, alors qu'en fait la réalité est beaucoup plus nuancée et à l'échelle locale elle est beaucoup plus parfois violente et les contestations se font jour. Donc cet événement est précieux pour cela. Parce que ces tableaux dont vous parlez, ils ont été faits soit à l'époque, alors on a des lithographies, pas mal d'images, mais aussi par des grands tableaux qui ont été faits à des époques postérieures. Bien On sûr. avait besoin de mobiliser cette mémoire de l'an 2, des soldats de l'an 2 qui allaient défendre la patrie. Alors ça a été moult fois réutilisé, 1870, 1914, 1939, la Résistance, etc., où le peuple unanime va défendre la République. Et donc on a une réactualisation de ces vieux épisodes de l'histoire qu'on va magnifier, qu'on va mythifier dans le but de construire effectivement une France unie derrière son gouvernement. Et c'est précisément le rôle de l'historien de démythifier certains pans entiers de l'histoire telle qu'on l'a récitée, racontée au travers des périodes. Merci beaucoup Cédric Delaunay pour ce passionnant retour sur la Révolution, et je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre sur les grandes dates de l'histoire du Loir-et-Cher, et dans lequel vous reviendrez sur ces émeutes de Mont-Doubleau ainsi que d'autres événements tout plus passionnants les uns que les autres. Merci beaucoup. Merci Eric, merci à tous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.